Bonsoir à tous et toutes et bienvenue dans cette nouvelle et dernière émission du live, Rêve général et musical pour conclure cette 40e édition. Imaginez un garçon qui rêve de venir d'une autre planète, une petite fille de rencontrer un extraterrestre, une soucoupe volante perdue, une petite annonce, et voilà les deux enfants embarqués dans une aventure folle et tendre. C'est le récit de Pauline et Marco de Ralph Doumitz, publié aux éditions Hélium. Ralph Doumitz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur de jeunesse. Depuis votre enfance, vous vous partagez entre le Liban et la France. Vous vous passionnez pour la littérature et la bande dessinée. Pauline et Marco est votre deuxième roman paru aux éditions Hélium, après Que fait-on quand il pleut, toujours aux éditions Hélium. Vous êtes accompagnée ce soir de Herminée Nurpatlian. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice d'événements culturels, notamment de festivals littéraires au Liban pour l'Institut français de Beyrouth. Vous êtes également musicienne et chanteuse et vous allez accompagner ce soir Ralph dans une lecture musicale de Pauline et Marco. C'est ça. Ralph, comment vous est venue l'idée de cette histoire faite de quiproquos et d'imagination ? Eh bien, Pauline et Marco, c'est le récit d'une rencontre entre deux enfants qui sont à l'orée de l'adolescence. Et ça fait écho à des souvenirs en fait, d'enfance. J'ai beaucoup d'attachement pour cette période-là lorsque je l'ai vécue, parce que c'est la période durant laquelle j'ai rencontré les amis qui sont jusqu'à ce jour toujours là. C'est un âge où on sort encore de l'enfance, mais on approche d'une période où on se construit très fortement et à un rythme très rapide qui est l'adolescence. Et le fait de pouvoir partager ça avec des amis proches, se construire ensemble, m'a beaucoup marqué. Et voilà, j'ai voulu retranscrire un petit peu ça dans cette rencontre entre ces deux garçons, deux enfants, qui partagent un imaginaire commun. Et justement, cet imaginaire, c'est aussi une ode à la création, puisque cela va les conduire même à des films d'animation. Pensez-vous que l'imagination est toujours une source féconde ? Toujours peut-être pas, mais je pense que lorsqu'elle est féconde et lorsqu'on la traduit dans des créations, c'est là qu'elle va le plus loin. Et c'est aussi donc un écho à ces relations amicales que j'avais eues, durant lesquelles on était tous passionnés de dessin, d'écriture, de musique, et on écrivait des chansons, on faisait des petites revues lorsqu'on était en classe ensemble, on racontait des histoires que l'un écrivait, que l'autre dessinait. Et ce côté un peu productif en fait des relations amicales a un peu guidé nos vies ensuite. C'est également un roman qui est magnifiquement illustré par Charles Berberian. Comment est née cette collaboration ? Alors Charles a vécu quelques années de sa jeunesse au Liban. Il a des origines qui viennent de là-bas aussi. Et à travers ça, il est passé à Beyrouth, notamment dans le cadre du salon du Festival du Livre organisé par l'équipe d'Herminée, plusieurs fois ces dernières années. Donc on a eu l'occasion de se rencontrer là-bas, de tisser une amitié. Et je suis vraiment ravi qu'il illustre ce livre parce que ses dessins sont comme une sorte de fond musical tout le long du livre, presque comme des petites poésies qui viennent par petites touches entre les chapitres. Et sa manière de représenter d'ailleurs les extraterrestres me plaît beaucoup parce qu'on voit bien que ce sont des gens déguisés. Donc on voit bien qu'il s'agit, au-delà du côté scientifique de l'existence ou non des extraterrestres, de l'imaginaire d'enfants. Oui, d'ailleurs, on les voit en couleur ici. Ils sont en noir et blanc dans le roman, mais on a de la chance, on a les originaux ce soir. Votre roman, c'est aussi une ode à l'ouverture, à la tolérance. Pensez-vous que les enfants sont plus tolérants que les adultes, sont plus ouverts à l'imaginaire ? Je pense qu'ils n'ont pas d'a priori, les enfants, donc oui, de fait, ils le sont. Tant qu'on ne met pas d'autres idées dans leur tête, lorsqu'un enfant rencontre quelqu'un, il a beaucoup moins d'a priori qu'un adulte façonné par des années de vie. Oui. Herminée, vous allez accompagner ce soir Ralph dans une lecture musicale et chantée de Pauline et Marco. C'est ça. Comment est-ce que vous avez travaillé sur le texte pour le Alors, mettre en fait, j'ai la chance de travailler avec Ralph. Les textes, les paroles sont de lui. L'idée était assez naturelle au départ de vouloir un peu mettre en musique
cet univers de rencontre entre deux adolescents, tout l'imaginaire lié à l'espace, à l'au-delà et aux extraterrestres. Et c'est des sujets, des thématiques qui me touchent beaucoup. Et en fait, on travaille assez naturellement. C'est que j'évoque certaines émotions à Ralph et des envies, des idées, des couleurs. Et en fait, un peu comme mon chat GPT, il compose un texte. Voilà, qu'on retravaille ensemble après. Et en parallèle, je travaille sur les mélodies. C'est parfois des musiques qui me viennent comme ça naturellement. Mon téléphone est rempli de petits enregistrements un peu captés vite fait, voilà, qui me viennent. Et après, je les travaille, on les travaille ensemble. Et voilà, c'est assez agréable. Alors, il y a une autre part de votre travail dont je voulais parler également ce soir. Vous organisez également des festivals littéraires au Liban. Quelle est la place de la littérature de jeunesse au Liban ? Alors oui, je travaille à l'Institut français du Liban, à l'antenne de Beyrouth, au pôle livre et débat d'idées. Donc c'est le département qui organise de grands événements littéraires et notamment le grand festival Beyrouth Livre, qui a une très très forte composante jeunesse. Ces dernières années, il faut le dire, ça a été très très compliqué au Liban et notamment pour la jeunesse. Ils ont été assez, exclus ou non plus accès à des propositions culturelles et avec les différentes crises que le pays a traversées, les écoles n'ont plus fait des efforts. On n'avait plus les moyens en fait de les emmener voir des spectacles et en plus il y en avait de moins en moins. Et donc, à l'Institut français, on travaille beaucoup là-dessus. La jeunesse, c'est vraiment une priorité pour nous. Des petites opérations tout le long de l'année, comme les rendez-vous des enfants, des week-ends pour les jeunes. On invite des auteurs aussi depuis la France. On avait accueilli Serge Bloch, Charles Berberian. Beaucoup d'auteurs sont passés par Beyrouth. Et puis des expositions, des ateliers. On a une très, très belle médiathèque à l'Institut français et dans tout le réseau des instituts. Le pays est très, très bien desservi. Et là, on fait beaucoup, beaucoup pour la jeunesse et pour les jeunes. Et quel regard vous portez donc aussi sur ce salon et sur la production en France ? Et moi, je découvre ce salon. J'en ai beaucoup entendu parler. C'est beaucoup de collègues qui venaient voir. Et j'avais beaucoup aussi, parce que je travaille aussi sur les mobilités, soutien aux mobilités des acteurs du monde du livre au Liban. Beaucoup d'auteurs ont bénéficié de déplacements pour découvrir et travailler sur ce salon avec des professionnels français. Alors, je trouve que c'est hyper riche, en fait. C'est très, très grand. La production ici, en littérature jeunesse, en fait, c'est énorme par rapport à ce qui se passe au Liban, qui est un tout petit pays et qui en fait de moins en moins, malheureusement. Mais je suis très, très contente de découvrir ça aujourd'hui. Ralph, vous ouvrez le Libé des auteurs jeunesse qui est apparu mercredi dernier, Les enfants dans la guerre, avec un article très émouvant. Vous décrivez le quotidien à Beyrouth actuellement. Vous venez d'ailleurs d'arriver en France à la veille de l'ouverture du salon. Les événements actuels font également écho à votre propre exil. Je voulais savoir comment aussi ce contexte venait nourrir le rapport à votre création. Je dois dire que j'ai longtemps résisté à l'idée d'ancrer mes histoires dans Beyrouth ou d'en parler frontalement en fait, dans mes textes. Mais quand je les revois a posteriori, je me rends bien compte que je le décide ou non. Le fait d'avoir appartenu à deux pays, d'avoir vécu en France, d'avoir vécu au Liban, est très présent dans les histoires, même si le mot Beyrouth ou le contexte libanais n'est pas frontalement évoqué. Donc je me dis qu'il est peut-être temps que j'assume cette partie de moi et que je me cache plus. Je voulais pas en faire un argument lorsque j'écris, mais c'est là. Merci. Donc, avant de vous retrouver sur le plateau pour une lecture musicale de Pauline et Marco, nous allons partir en cuisine avec Esmé Planchon qui nous donne 3 ingrédients pour faire un bon livre. Les 4 ingrédients que j'utilise pour faire des livres, c'est les transformations, le jeu, les bonbons qui pétillent et la douceur. Mon premier ingrédient, c'est les transformations. Déjà pour moi, écrire, c'est ça. C'est tu prends le réel et tu le transformes. Il y a les choses ordinaires et d'un coup, tu y mets quelque chose qui fait que ça se transforme un peu. Souvent, je parle de choses qui peuvent être difficiles, le deuil, la tristesse, les angoisses, le stress, etc.
pour en faire autre chose, pour partir de ça. Il y a une sorte de processus un peu comme l'alchimie qui se passe, où les choses que tu vis, il faut bien les transformer pour en faire autre chose. Et quand on est autrice jeunesse, on a l'impression d'écrire pour des personnes qui sont en train de se transformer, pour des gens en construction, en train de s'inventer. Et c'est vrai que moi, j'ai à cœur dans mes livres, surtout les romans ados, mais aussi même les livres pour les plus jeunes que je fais, de faire ça, de proposer des manières de vivre, des manières de voir, des possibilités, pour leur ouvrir des portes, pour leur créer des mondes, pour les transformer un peu. Et moi, je me crois moi-même en perpétuelle transformation, en train de tout le temps changer, et j'espère changer encore. Mon deuxième ingrédient, c'est le jeu. Le jeu. Dans mon dernier roman, Entrée fracassante des actrices, il y a Myrna qui dit, c'est la première phrase du livre, elle dit « Je joue tout le temps, très fort, partout ». Mais en fait, tous les personnages de mes romans jouent souvent tout le temps très fort partout, de toutes les manières où on peut imaginer jouer le jeu. D'abord le jeu d'actrice et d'acteur, bien sûr. Mes romans sont souvent écrits, et les livres pour les plus petits aussi, pour être lus à voix haute. Il y a une grande part d'oralité, donc ça veut dire que les phrases souvent sont à la fois très orales, comme dans une discussion normale, et en même temps justement très poétiques pour pouvoir être dites à voix haute, avec des rimes internes, avec des rythmes ternaires, avec des choses comme ça. Et moi, quand j'écris un peu à voix haute aussi, je parle un peu en écrivant, et j'aime bien l'idée que ce soit jouable, qu'on peut jouer le livre, parce que ça évite l'esprit de sérieux. Moi, j'ai très peur de l'esprit de sérieux. Je pense qu'il y a des choses graves, il y a des choses sérieuses, il y a des vraies choses dans la vie, mais l'esprit sérieux, ça sert à rien. Moi aussi, je joue quand j'écris, je m'amuse beaucoup. C'est comme un jeu, c'est comme un on dirait que quand on est petit. C'est beaucoup ça quand j'écris. C'est que ça, en fait, même. Mon troisième ingrédient, c'est des bonbons qui pétillent. Donc, c'est des bonbons qui pétillent. C'est un peu l'effet que j'essaye de faire quand j'écris. Une sorte de crépitement comme ça. Dans Entrée fracassante des actrices, c'est un livre qui est rempli de bonbons qui pétillent. En fait, c'est un peu comme si les deux héroïnes avaient avalé des bonbons qui pétillent et que ça changeait leur vie. Enfin, moi, je tiens vachement à ce que le livre soit refait de petites blagues, de jeux de mots, de trucs amusants, de trucs qui font rire, et que finalement ça sautille partout, ça danse partout. L'idée en fait des bonbons qui pétillent comme ça, c'est quelque chose d'un coup qui te surprend. On est dans quelque chose d'ordinaire, quelque chose de banal, etc. Et d'un coup il y a un truc qui surprend, il y a un truc qui sort de l'ordinaire. L'humour, la danse, le jeu, les chansons, tout ce qui d'un coup, paf, ça explose. Et mon quatrième ingrédient, c'est la douceur. J'ai envie d'écrire des livres qui soient doux, qui soient rassurants, d'écrire des livres dans lesquels on a envie d'habiter, dans lesquels on a envie de se blottir, dans lesquels on a envie d'être bien. Hein, mon chat? Dans mes livres, j'essaie toujours de mettre ça, des transformations, du jeu, des bonbons qui crépitent et de la douceur. Si mes livres étaient une recette de cuisine, du coup, ce serait quand même plutôt un plat genre réconfortant et végétarien. Nous sommes de retour sur le plateau pour une lecture musicale de Pauline et Marco. Ralph à la lecture et Herminé au ukulélé et au chant. Et pour trouver la petite aiguille dans une botte de foin, c'est très facile parce que ça brille, faut pas chercher loin. Coincé entre les épines et dans les feuillages, une fleur d'aubépine cachée et sauvage. Une fleur cachée et sauvage. Allongée sur le rivage, des millions de grains. Et moi qui suis de passage, moi je n'en vois qu'un qui chuchote à mon oreille, là comme un signal. Je ne suis pas pareil, une poussière d'étoiles, une petite poussière d'étoiles. Comme un flot sur les trottoirs, des milliers d'humains. Et au cœur de cette histoire, il y a quelqu'un caché
cachée comme une petite aiguille dans une botte de foin. Mais c'est facile, il brille, faut pas chercher loin. Faut vraiment pas chercher loin. Faut vraiment pas chercher loin. Ce que j'ai toujours voulu, c'est être un extraterrestre. Ou un poisson. Je sais, c'est pas tout à fait pareil, mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais voulu venir d'un autre monde. Même lorsqu'ils sont à quelques enjambées de la plage, les poissons ne voient rien de ce qui se passe sur Terre. Ils ont beau être proches, ils sont tout de même dans un autre monde. Les oiseaux, ce n'est pas pareil. De là-haut, c'est la Terre qu'ils voient. Ils sont dans le même monde que nous, la même maison, mais à l'étage du dessus. Et puis, j'imagine qu'être très loin sous l'eau et être dans l'espace, ça doit faire un peu le même effet. J'ai une théorie à ce sujet, mais qui reste à démontrer. À mon avis, il existe des passages dans les profondeurs marines, très loin, là où personne n'est jamais allé, qui mènent tout droit vers l'espace. Là, entre les roches, entourés d'animaux qui n'ont pas d'yeux tellement il fait sombre, il y a des portes pour passer d'un monde à l'autre. Des passages. Ce n'est pas un hasard si les scaphandriers et le costume des astronautes se ressemblent tant. Quand j'étais plus petit, j'ai joué le rôle d'un extraterrestre dans une pièce qu'on avait montée en classe. Mais c'était ridicule. J'avais un costume vert et des antennes. J'y croyais pas moi-même. Non, ce que j'aimerais vraiment, c'est garder ma forme de terrien, mais venir d'ailleurs. La fois où j'ai reçu la soucoupe, c'était au début de l'été, le soir de mes 10 ans, après ma fête d'anniversaire. L'un après l'autre, les amis que j'avais invités étaient partis, il faisait nuit. Pourtant, en plein été, le soleil tarde beaucoup à se coucher. C'est étrange de se retrouver seul, après une soirée remplie de monde. Tout devient brusquement silencieux. C'est un peu triste ce silence, mais je l'aime beaucoup. Parce que dans la tête, il ne reste que les meilleurs moments de la soirée qui vient de se passer. En partant, à la porte, Mathias, un ami de classe, m'a dit « Hey, bon anniversaire! Dans 10 autres années, tu auras 20 ans. » 20 ans. Pourquoi a-t-il dit ça? 20 ans, c'est loin. J'ai rassemblé les quelques cadeaux que mes amis m'avaient amenés. Mathias m'avait offert un pull, avec dessiné dessus le système solaire, en fil jaune brodé. Mathias me connaît bien, et il sait que j'aime ça, les planètes. Il m'a dit qu'il aurait bien voulu que ce soit un t-shirt parce que l'été commence, mais qu'il n'a pas trouvé de t-shirt avec des planètes dessus. Le pull était aussi un peu trop grand pour moi, mais mieux vaut trop grand que trop petit. Puis j'ai regardé les vestiges de la fête d'anniversaire. Héloïse, une autre amie de classe, avait oublié une écharpe à carreaux qui pendait encore sur le fauteuil du salon, comme si elle attendait qu'on vienne la récupérer, mais sans oser se plaindre. Des restes de papier cadeau traînaient encore sur le tapis. Des verres de jus à moitié bu étaient posés sur les tables et les étagères. Je suis rentré dans ma chambre, qui me manquait un peu, parce que maman avait décidé que la fête se passerait au salon et elle avait fermé la porte de ma chambre pour qu'elle reste intacte. J'ai allumé la lampe de chevet et c'est à ce moment que j'ai vu le paquet. Il était posé sur mon lit. C'était un emballage bleu, un peu difforme. Depuis combien de temps était-il là? Je n'arrivais pas à deviner ce qu'il contenait. Des fois, on devine. Un paquet qui contient un livre, ce n'est pas la même chose qu'un paquet qui contient un jouet. Ça n'a pas la même allure, pas la même consistance. Dans ma tête, j'ai rapidement fait le tour des invités de mon anniversaire. J'arrivais à lier un cadeau reçu à chacun d'entre eux. Il ne restait personne. Mais alors qui? Qui avait déposé celui-ci sur mon lit alors que ma chambre était fermée?
Je l'ai finalement saisi entre mes mains et je me suis assis en tailleur sur mon lit pour le déballer. Je me souviens qu'à ce moment-là, très précisément, dehors, une chouette ou un hibou a fait « Ouh ». Dans le paquet, il y avait beaucoup de coton. Et au milieu de tout ce nuage blanc, un jouet en bois, en forme de soucoupe volante. Enfin, je dis jouet, mais je sais que ce n'en était pas un. Une petite sculpture plutôt. On voyait d'ailleurs toujours les traces que l'outil de taille avait laissées sur le bois et qui rendaient la surface rêche et accidentée. C'était une soucoupe volante fabriquée par une main humaine. Enfin, 2 mains, mais pas par une machine dans une usine, ça c'était sûr. Elle était peinte en bleu et orange. Elle tenait dans ma main et je pouvais, en levant le bras, faire comme si elle volait. Sur le bois était représentée, avec de la peinture épaisse, la vitre et, à travers elle, l'intérieur de la soucoupe. On voyait un petit siège, un lit, les routes doivent être longues dans l'espace, et un tableau de commande. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est que sur ce tableau de commande, il n'y avait qu'un seul bouton. On pourrait imaginer que les soucoupes volantes sont remplies de boutons dont l'usage est complexe. Là, non. Il n'y avait qu'un seul gros bouton jaune. Ça me plaisait d'imaginer que pour toutes les instructions qu'on voulait donner à la soucoupe, il suffisait d'appuyer sur ce bouton. Pour activer les moteurs, le bouton jaune. Pour décoller, le bouton jaune. Pour guider l'appareil vers sa destination, le bouton jaune. Pour parler à la base, sur Terre, ou plutôt sur Mars, le bouton jaune. Et pour atterrir, le bouton jaune. Je l'ai dessinée, plusieurs fois. Je voulais la connaître de tous les côtés. C'est comme ça, quand on dessine les choses, on les connaît beaucoup mieux. Les gens aussi. Ce que j'aimais par-dessus tout, c'est que dans cette soucoupe, il n'y avait personne. Pas de petit être vert assis sur le siège ou allongé sur le lit. La soucoupe était vide. L'extraterrestre qui était dedans, c'était moi. À coups des hauts hublots, je vois
pour mieux voir en bas, pour te trouver toi. Merci Herminé, merci Ralph, c'était magnifique. Merci de conclure ce live tout en poésie. Donc le live c'est fini pour ce soir, mais bien sûr la télé du salon continue avec Killidor notamment. Au revoir.